On va parler du risque humain, qui est votre menace parmi vos collaborateurs. Qui est votre menace parmi vos collaborateurs? Bonne question à laquelle va Bonne répondre question. Sébastien Weber de Mimecast France. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Allons-y. Alors, je vais essayer de me... Est-ce que vous m'entendez bien? D'accord. Je vais vous poser une question tous. Je vais vous demander une chose. Ne pensez pas à un éléphant. Vous avez tous eu un éléphant en tête. Si. C'est impossible de ne pas l'avoir. Essayez de penser à l'utilisateur dans votre organisation, le gars ou la dame qui clique toujours sur les mauvais liens. La personne qui met toujours... Je suis sûr que vous avez tout de suite un visage qui vous arrive en tête. L'idée, c'est comment on va pouvoir adresser ces personnes-là. C'est aussi simple que ça. Tout a changé dans l'environnement tech, collaboratif. Il y a une seule chose qui n'a pas changé, c'est l'humain. Comment on utilise nos outils, quelle est notre zone de confort, comment on échange de l'information, parce que le métier d'une entreprise est ce qu'il est. Et l'humain n'a pas changé dans l'ensemble du processus. Ce qui a changé, c'est qu'il y a certains acteurs qui sont un peu moins présents. Est-ce que les plus grisonnants comme moi se rappellent de ces marques-là? On les voit moins aujourd'hui. On les déploie moins aujourd'hui. La raison est toute simple. L'antivirus a été notre première protection des utilisateurs. Au début, on avait des antivirus à base de signature, le contournement, changer la signature. Ensuite, ces antivirus regardaient les comportements et les signatures. Il suffisait juste de changer le comportement des antivirus et ça passait. Aujourd'hui, on est sur des macro indicateurs de changement, c'est-à-dire comment un utilisateur change un peu son comportement au niveau IT. C'est comme ça qu'on essaye de détecter. Là encore, Mimecast travaille beaucoup avec des Netscope, des Zscaler, des CrowdStrike, etc. pour protéger. Seulement, il y a un élément sur lequel on ne travaille jamais, c'est l'humain. Or, on a tous à peu près les mêmes biais, c'est-à-dire la zone de confort. Et à force, on fait de moins en moins attention. Donc l'idée, c'est comment on va pouvoir adresser le point en haut à gauche que vous voyez sur l'écran, qui est l'attaque de l'humain, c'est-à-dire travailler sur son émotion, comment travailler sur son comportement, comment travailler sur ses façons de travailler, d'échanger de l'information. Maintenant que l'humain est sous attaque, comment on peut adresser ce sujet-là? Le DLP. Il y a un gros sujet DLP, c'est-à-dire qui a accès à quoi et quel média cette personne utilise pour échanger cette information-là, en fonction de son niveau de criticité et de la solidité du média. Peu de gens travaillent sur le DLP. Pourquoi? Parce que c'est compliqué. Je suis à peu près sûr que si vous lancez un projet DLP, vous allez avoir une salle à peu près de 20 personnes, avec 20 différents services qui vont avoir 20 différentes demandes de collaboration. Donc vous imaginez que la matrice c'est en 3D, c'est-à-dire 20 différents départements sur 20 départements, et en 3D, vous mettez les différents niveaux de criticité. J'ajouterai une quatrième dimension, c'est quels sont les médias que vous utilisez. Est-ce que vous partagez par OneDrive ou c'est plutôt protégé? Est-ce que vous envoyez ça par WhatsApp? Est-ce que vous envoyez ça par email? Est-ce que vous envoyez par Teams? Est-ce que votre team est exposé? Tous ces éléments-là changent la posture de l'humain. Ensuite, il y a tout ce qui est Insider Risk Management. Comment on va pouvoir identifier les personnes en interne qui manipulent de l'information critique? Chacun d'entre vous représente une entreprise qui a sa propre information critique. Et elle n'est pas toujours la même. Vous travaillez dans un cabinet de comptable, chez un banquier ou bien un producteur de pneus, ce n'est pas tout à fait la même information qui est extrêmement critique. L'idée, c'est de travailler sur des macro-indicateurs du changement du risque humain. Quand on parle de risque humain, on parle vraiment de personnes, on parle de vos collègues, on parle du personnel de l'entreprise, de la personne à l'accueil jusqu'au CFO. Comment ces gens, au directeur financier, pardon. Comment ces gens échangent de l'information en interne et en externe. Et enfin, le dernier élément, c'est comment on peut, quand on détecte un comportement, prendre des actions. Est-ce que tout le monde ici a une charte informatique et liberté dans son entreprise? La personne, voilà, merci pour les têtes qui font comme ça, je vous remercie beaucoup. Comment vous faites Alors, je suis à peu près sûr que tous les utilisateurs utilisent beaucoup la partie liberté, beaucoup moins la partie informatique.
Comment vous allez pouvoir traiter ça? Et c'est exactement ce sujet-là. Dans la charte informatique et liberté, la partie informatique, c'est les obligations des employés. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment sous contrôle dans les entreprises. Parce que le problème, c'est l'humain. Le problème, c'est que vous n'avez pas assez de ressources cyber. Donc, il va falloir automatiser les analyses. Et aujourd'hui, vous n'avez pas de moyens. Aujourd'hui, vous avez des attaques de plus en plus sophistiquées. Même moi qui travaille dans l'anti-phishing historique, je vois des choses extrêmement bien faites en termes d'emails de phishing, et je passe de plus en plus de temps sur mes emails pour vérifier, surtout sur mes emails perso, la sophistication des emails qui m'attaquent. Et la culture cyber. Est-ce que vous faites tous des campagnes d'anti-phishing dans vos entreprises? Ça a amélioré quoi que ce soit? Quelques oui, d'autres disent non, d'autres oui, d'accord. Chez Mimecast, on travaille de façon différente. Moi, je n'ai pas une seule campagne de phishing en 1 an et demi maintenant que je travaille chez Mimecast. Ils me forment sur le réel. C'est-à-dire sur le réel que je reçois. Je reçois du phishing, ils en laissent passer quelques-uns et vérifient comment je le détecte moi-même. Donc on travaille vraiment sur du profil réel. Mon entreprise regarde comment je travaille pour mesurer mon niveau de risque. Pour l'instant, j'ai plutôt une bonne note. Mais c'est vraiment cette histoire de culture cyber, c'est comment on va travailler sur l'humain. C'est la dernière ligne de défense, mais c'est aussi la première ligne de faiblesse. Donc le problème humain, comment on va l'adresser? Il faut déjà le caractériser. On a des outils pour protéger le réseau, on a des outils pour protéger le endpoint, l'identity, la data, les applications, tout ça, on l'a en place. Maintenant, tout ça, c'est utilisé par des humains, et ces humains-là, comment on les attaque? Il y a encore des informations confidentielles qui circulent par message. Je vous donnerai quelques statistiques après. Des partages de login et de credentials. Les envois de données pro sur des supports perso. Des clics sur des URL dangereuses. L'attaque, c'est par des attachements dangereux ou par des liens qui sont douteux, ou encore du social engineering pour les attaques les plus travaillées. L'idée des hackers, ce n'est pas forcément l'humain, c'est d'avoir accès à l'humain pour avoir ses credentials, pour être une porte d'entrée. Donc l'humain de chaque employé devient une porte d'entrée dans l'entreprise. Et c'est là qu'est le risque. Le risque, il est sur 3 axes. Il y a les outils de collaboration, il y a le risque des insiders, c'est ceux qui ont des accès. Alors, les outils de collaboration, c'est Teams quand il est ouvert, c'est Slack pour ceux qui utilisent cette solution-là, ou des personnes qui utilisent tout simplement par l'email. Les attaques BEC, c'est ce qu'on appelle, c'est du business email compromise. C'est l'attaque au président, tout le monde a entendu parler. C'est la plus connue, mais il y en a plein d'autres. À vrai dire, on utilise toujours celle-ci. C'est un peu notre headline, mais il y en a tellement d'autres. Le risque des insiders, c'est-à-dire comment on s'assure que les personnes ont vraiment accès à ce qu'ils ont le droit d'avoir accès et le partagent de façon cohérente. Et vos aspects de régulation, archivage, rétention, investigation, e-discovery, monitoring en temps réel et prendre des actions. C'est là qu'est le sujet. Si vous regardez, c'est de prendre l'ensemble de comment un utilisateur travaille dans sa collaboration et sa data. Les données que nous avons sorties sont assez dingues. 90% des attaques démarrent avec un email. Donc dans la presse, sur BFM TV, vous allez avoir le ransomware. Le ransomware, c'est la dernière phase de l'attaque. Le ransomware, ça veut dire que la personne est déjà rentrée dans le système, qu'elle a élevé ses droits déjà dans le système, qu'elle est rentrée dans le système, et comment elle est rentrée dans le système. On n'attaque plus vraiment le réseau, on n'attaque plus vraiment les endpoints, on attaque l'humain, parce qu'il est là, le point de faiblesse, il est commun à tous. Un message de collaboration sur 17 contient de l'information confidentielle. WhatsApp, SMS, Slack, Teams, un message sur 17. Une information confidentielle. Donc normalement, ça ne devrait pas transiter à travers ces moyens-là. 8% de vos collègues créent 80% des brèches. La question enfin se pose, pourquoi embêter les 92% qui ont un très faible impact et pourquoi ne pas se concentrer sur les 8% de vos employés, des employés de votre entreprise, qui sont, eux, les grandes failles de votre système informatique. Et le coût, ça c'était en dollars, c'est 15 millions. Enfin, là, il y a plein de sociétés qui, vous regardez récemment, qui ont souvent presque mis la clé sur la porte à cause du coût. La mairie de Lille, par exemple, ici, a pris 1 an pour s'en remettre. Elle est passée en mode papier pendant 1 an, quand ils ont été attaqués en ransomware. Le ransomware, encore une fois, c'est que la fin de l'attaque. Ce n'est pas le début de l'attaque. Or, c'est au début qu'il faut adresser les problématiques. Donc, c'est pour ça que l'idée, c'est comment on peut vous donner un outil
pour évaluer le risque humain, c'est-à-dire en entrée, avoir toutes les données des EDR, des IAM, des TIP, des SOR, des SAC, tous les éléments qu'on a, parce qu'on a tellement d'informations dans votre système informatique et dans votre posture cyber, comment on peut digérer toute cette information-là pour vous donner une idée claire de qui est votre risque. Alors là, beaucoup de gens disent « Ah, bah, il faudra que j'en parle au RH, parce que là, du coup, je vais donner une notation à mes employés. » Oui, encore une fois, je vous le dis, c'est couvert par votre charte informatique et liberté, parce qu'il y a des règles d'usage de l'outil informatique au sein de votre entreprise. Et l'idée, donc, à la sortie, une fois qu'on a fait ça, c'est comment certaines personnes, on va leur donner différents éléments. Et tenir compte de l'ensemble du paysage du risque humain, c'est-à-dire dans son partage d'informations, dans son moyen de communication, dans ses façons de donner accès, d'ouvrir des nouveaux droits, tous ces éléments-là, comment ils peuvent être pris. Je vais vous donner un exemple tout simple. Le prochain slide est moche, mais c'est moi qui l'ai fait. Alors je vous demande d'être gentil. Dans l'abscisse, c'est le temps. Dans l'ordonnée, c'est le niveau de risque. On va mettre les 4 zones. La safety zone en bas, c'est on aimerait que tout le monde soit là. Tout le monde travaille normalement. On reste dans la safety zone, on reste selon la charte informatique et liberté. Ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Imaginez quelqu'un qui commence à partager un fichier à travers Dropbox. Vous ne dites rien. Le problème, c'est que ces comportements-là vont commencer à créer un nouveau standard. C'est une fois, je vais pouvoir le refaire une deuxième fois, une troisième fois, et parfois des éléments de plus en plus confidentiels. Cette personne-là, si elle reste à ce niveau-là, ça irait. Mais une fois que vous avez créé un nouveau standard de sécurité, il va se dégrader au fur et à mesure du temps. Donc cette personne-là, elle ne va pas faire sa formation anti-phishing. Elle risque même de ne pas passer les tests. Et là, ces personnes-là arrivent dans la zone rouge. Et quand la personne arrive dans la zone rouge, c'est là que les brèches arrivent. Faut juste, vous allez voir certaines statistiques après. Je répète celle-là, 8% des utilisateurs créent 80% du risque cyber. Donc comment on va pouvoir travailler là-dessus? C'est de faire un shift left et de prendre les utilisateurs très tôt dans leur démarche et leur façon de travailler. Je m'explique. Imaginez, vous aviez des outils qui sont capables de monitorer vos utilisateurs, identifier quelqu'un qui est un petit peu plus à risque. Et à partir du moment où la personne envoie un fichier sur un Dropbox, immédiatement, cette personne-là reçoit un pop-up en lui disant « pas possible ». L'idée, c'est de ramener les utilisateurs le plus possible dans la safety zone, dans la zone verte, pour éviter un shift, un drift ou un dérapage complet vers des zones plus à risque. Pourquoi il faut s'intéresser aux utilisateurs? Parce que les hackers n'attaquent pas le réseau. Il y a des grands acteurs ici qui sécurisent le réseau, ils sont là depuis 20 ans et ils le font extrêmement bien. Le endpoint, pareil, quand on voit les succès de CrowdStrike de ces dernières années, ou de SentinelOne, dont vous portez tous les couleurs aujourd'hui, on peut dire que les endpoints sont largement couverts aujourd'hui. Les hackers se loguent avec les login passwords et les credentials fournis par des utilisateurs finaux. Ils ne le font pas exprès. Ils ne le font tout simplement pas exprès. Le sujet, il y a 2 axes vis-à-vis de l'utilisateur. Il faut protéger son espace de collaboration et la donnée auquel il a accès. C'est les 2 axes. Si vous n'en faites que un, vous n'avez couvert que 50% du risque. Et vous savez très bien qu'à partir d'un moment où il y a un trou, le trou va s'agrandir dans votre posture cyber. Pourquoi c'est tellement important? Vous savez, le truc de Dropbox ou le phishing, cette donnée-là est incroyablement dingue. Quand les gens cliquent sur un lien de phishing, dans 68% des cas, les utilisateurs vont mettre leur login et leur password. Donc à partir du moment où il y a un clic, vous avez 2 chances sur 3 pour que quelqu'un à l'extérieur de votre organisation ait accès à un login et un password qui vous permet de rentrer dans votre entreprise, sans même que vous ayez une quelconque alarme. Deuxièmement aussi, et pourquoi on travaille beaucoup par rapport à l'email, l'email est sûrement la base d'information où il y a le plus de choses à savoir sur votre entreprise. Je suis à peu près sûr que les fichiers budgétaires passent par email, les dossiers RH passent par email, quoi d'autre? Des dossiers de production passent par email. Si vous avez la base email d'un client, vous avez à peu près accès à toutes les bases de données. Vous n'attaquez pas aux bases de données. Si vous attaquez aux emails, vous avez toute l'information déjà présente à un seul endroit.
en sachant que dans chaque email, il y a à peu près 50 data points. L'idée, c'est de travailler sur la définition d'un profil. Pour cette définition d'un profil, nous, on analyse jusqu'à 90 milliards de data points par jour. C'est tout simplement 1,8 milliard d'emails par jour par 50 data points. L'idée, c'est de trouver des attaques. Parce que si vous êtes attaqué ici par un hacker, ces gens-là le sauront aussi. Donc, quand on vous détectera, vous, on sera capable de vous protéger, vous. L'idée, c'est d'avoir cet aspect communautaire et de travailler sur une masse d'informations assez grande pour pouvoir définir des stratégies de défense par rapport à des nouvelles attaques pour défendre le prochain. 87% des entreprises se sont séparées de personnes pour des raisons de data leak, de fuite de données. Ouais, je vois des sourcils qui se lèvent. C'est un truc de dingue. 87%. Alors le truc, c'est que tout ça, c'est géré au niveau RH. Souvent, vous n'en avez aucune conscience. On vous demande juste d'arrêter un profil sur l'Active Directory de votre entreprise. Et ça s'arrête là. 87% des entreprises ont dû se séparer de collaborateurs pour des raisons de data leak. 66% des employés embarquent de la donnée corporate lors de leur départ. 2 sur 3. En sachant que il y a à peu près que la moitié de ces 66% qui ont de l'information interdite. La majeure partie des cas, c'est des photos, vous savez, des scans que vous faites pour votre inscription au club de foot de votre gamin, des choses comme ça. Ça, voilà, ça, on s'en fiche. Donc, on a fait ça au bureau, pas de problème. Mais sur les 66%, il y a 33% des gens qui partent avec la donnée corp. Et le temps d'investigation, quand vous avez un cas comme ça, dans 97% des entreprises disent on prend de plus en plus de temps pour faire une investigation sur un cas. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si vous regardez la map d'information, moi je communique avec mes collaborateurs par texto, par WhatsApp, par LinkedIn, par Teams, par Slack, par email, par OneDrive. 7 vecteurs. Juste comme ça, je suis à peu près sûr que vous en avez au moins 4 ou 5 aussi dans chacune de vos entreprises. Si vous devez mapper chaque vecteur d'information avec la data qui circule derrière, c'est pratiquement impossible. Le sujet, il est là. Quand vous faites un DLP, quand vous faites de l'email security, c'est une chose. Vous adressez 2 points. Par contre, quand vous vous intéressez à l'utilisateur, vous vous intéressez au flux business de votre entreprise. Aujourd'hui, la plupart des informations tournent autour de ça. C'est ce que vous savez. Mais vous ne savez pas. J'adore cette expression. Personne ne sait ce qu'il ne sait pas. Si vous n'avez pas conscience du risque, si vous n'avez pas une analyse transverse de l'ensemble de vos besoins, là est le problème. Vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, vous êtes tous responsables de la sécurité de vos organisations. Et on vous demande de protéger quelque chose sans même savoir d'où viennent les attaques et même le risque interne, en sachant que le risque interne est toujours le début d'un risque externe. Donc je reviens à mon élément de base. Chez Mimecast, ce qu'on travaille, c'est une approche non pas silotée. Et vous verrez, on travaille aussi, vous allez sur des stands comme sur CrowdStrike, par exemple. Il y a une vidéo où Mimecast et CrowdStrike, avec leur Next Gen SIEM, travaillent et échangent de l'information. Si vous prenez chacun des players ici, c'est une tourelle de défense. Avec un élément comme ça, vous collectez l'information de toutes les tourelles de défense pour monter des stratégies de défense. Parce que quand vous avez des tourelles de défense, c'est tactique. Si vous récupérez toute l'information des utilisateurs, ce qu'ils font, en sachant que c'est là que commence le risque, vous pouvez mettre en place des stratégies de défense en travaillant sur l'humain. Donc l'idée aujourd'hui, c'est tout simplement de pouvoir vous dire, de vous donner l'outil, de monter une vraie stratégie cyber avec un maximum de connaissances et en sachant exactement qui est votre plus gros risque, les 8% qui créent 80% de vos failles. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup.